Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Quelle est la démarche que tu as quand tu te positionnes comme commissaire? Quelles sont les étapes? C'est-à-dire, quand on quitte de l'idée là, tu parlais tout à l'heure de crisis, tu as eu l'idée, mais quelles sont les différentes étapes que tu traverses et que tu respectes pour arriver à l'exposition? Bon, pour arriver à l'exposition, c'est vrai que les formats sont souvent très différents, ça diffère, mais le standard, c'est que vous avez un artiste que vous suivez, que vous connaissez, donc, ou bien vous connaissez le travail. Vous voulez le présenter, vous lui faites ce qu'on appelle une note d'intention. La note d'intention, c'est un document où vous dites ce que vous attendez de lui. Parce que très souvent, quand vous allez rencontrer un artiste, il vous pose une question. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Donc, pour éviter ce genre de questions, ou bien pour réduire le tas de questions, il faut lui envoyer un statement où vous lui dites exactement ce que vous voulez, vous attendez de son travail, ce que vous voulez présenter, si possible, lui dire comment vous voulez présenter et dans quel cadre vous voulez le présenter. Que tout soit clair. Quand c'est fait parce que vous avez déjà peut-être visité l'atelier d'une manière indirecte, maintenant vous faites une descente express. C'est-à-dire qu'on vient maintenant pour qu'il nous montre ce qu'il a, ou il envisage nous proposer après avoir lu. Ou s'il a des questions, il les pose avant qu'on arrive. Quand on arrive, maintenant on discute. Il lui dit, bon, moi j'ai ce travail qui m'intéresse. J'ai ce projet. Il peut avoir un projet qui n'a pas encore réalisé, qui vous dit, c'est ça que moi je veux faire. Comme il peut vous dire, moi j'ai cette série-là que j'ai fait depuis, et si ça vous intéresse, je peux la présenter comme je peux encore l'enrichir. Là, on discute. On discute maintenant par rapport à ce qu'il propose. Et ce que l'artiste attend de vous en ce moment, ce n'est pas que vous validez seulement, vous dites oui. Il y a besoin d'un accompagnement. Il faut entrer en discussion autour de ce travail et de la manière et de l'orientation que vous voulez donner à l'exposition. Parce que ce n'est pas exposer pour exposer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message? Et voilà, donc on discute. Quand on a fini de discuter, on s'est accordé sur plein de choses. On va lui faire maintenant un contrat. C'est une longue période qui va tenir compte de la période de production à la diffusion, à une partie de la post-diffusion. C'est-à-dire quand on lui a remis, il a signé le contrat. Quand il signe le contrat, maintenant on lui demande ce dont il a besoin. Ça veut dire qu'il doit nous faire un budget. Il fait un budget et par rapport à ce que nous disposons dans les caisses, on lui fait des propositions. Il arrive parfois qu'il propose une œuvre. L'œuvre qu'il a proposée est tellement coûteuse qu'il faut que vous l'aidiez à revoir la forme ou bien à changer ou aller dans une autre piste pour entrer dans le moule du budget que vous avez. Et quand c'est fait, vous vous rassurez qu'il a lu et qu'il sait exactement où on va. Et là maintenant, en tant que commissaire, vous proposez un rétro-planning. Ça veut dire qu'en telle date, on doit avoir fait ceci, en telle date, on doit avoir fait cela. Quand c'est fait, vous lui communiquez cela. Il regarde. Il a aussi un calendrier. Il doit faire des voyages, il doit aller à ceci. Si vous dites en telle période, vous dites qu'on doit avoir une réunion, pour faire ça, moi, je ne suis pas là. À telle période, vous dites que je dois avoir livré les céramiques. Le céramiste me dit qu'il doit faire ça en un mois. C'est impossible. Repoussez tout ça. Ça vous permet de revoir, vous retravaillez le puzzle des dates. Quand c'est fait, c'est calé. Vous devez toujours savoir qu'il doit y avoir des imprévus. Et quand c'est fait, le contrat est arrêté. Vous suivez maintenant le travail de l'artiste. L'artiste vous envoie à chaque fois le travail qu'il a fait ou vous organisez de telle sorte que vous descendez peut-être une fois ou deux fois par semaine ou peut-être 2 fois par mois dans son atelier pour voir l'état d'avancement et discuter régulièrement avec lui. Il faut rester en permanence en discussion. Il ne doit pas se laisser, il ne doit pas se retrouver seul. Il faut qu'il sente qu'il a des gens autour de lui. C'est une forme de sécurité. Il doit se sentir en sécurité, je vais dire ça comme ça là. Donc même lui écrit même parfois, tout va bien, tu avances. Et il faut savoir que s'il a proposé un budget, parfois il peut avoir des imprévus. Votre artiste peut être malade, il est souffrant. Si vous voulez que le travail avance, essayez de voir si vous pouvez lui payer les comprimés ou bien lui payer une partie de ses charges à l'hôpital. Ça dépend aussi, ça dépend de la générosité du commissaire et de son équipe. Tout dépend Donc, il y a tout ça. Et quand il a beaucoup évolué dans le travail, qu'on sent qu'on peut déjà présenter une bonne partie du travail, on programme la production des visuels. On communique, on prépare la communication sur l'exposition. Et puis, on prépare un texte écrit sur l'exposition. On prépare une scénographie, on lui présente, il regarde, il donne son avis parce que ce n'est pas que vous qui devez décider sur la scénographie.
même le visuel, il peut donner son avis sur le visuel. Comme il peut vous dire, je vous laisse faire ça, vous faites. Comme il peut dire, non, je donne mon avis, je ne suis pas d'accord, la couleur, si ne m'arrange pas, mettez de ce côté. Tout ça, quand c'est fait, on monte l'exposition. L'artiste peut aussi, il peut venir donner un coup de main, comme il peut décider que bon, mais il y a des contrats où c'est écrit qu'il doit prendre part. Bon, il peut venir s'asseoir et vous donner un coup de main. Même regarder parfois, c'est déjà un coup de main. Donc, quand c'est fait, l'exposition est montée, il vérifie avec vous, tout est d'accord. S'il y a des pièces qui n'ont pas été installées, on fait un document, on essaie de répertorier tout cela, on peut lui remettre une copie, on garde l'autre. On fait maintenant une liste de prix des œuvres qui sont à vendre. Et ça, c'est en collaboration avec l'artiste. On ne dit pas seul que ça, c'est 500 000. Non. Si l'artiste vous dit que c'est 1 million et vous dit que vous estimez que ça coûte 700 000, il faut lui dire pourquoi ça coûte 700 000. Ou il vous dit pourquoi il pense que ça va coûter 1 million et vous lui donnez les raisons pour lesquelles vous estimez que ça va coûter à 700 000. Il faut dire qu'on n'a pas les mêmes publics, les mêmes acheteurs. Chaque commissaire, mais chaque espace connaît ses acheteurs. Il sait que telle œuvre à tel prix, mon acheteur ne peut pas prendre ça. Donc il doit conseiller l'artiste. Il ne faut pas que l'artiste se fasse buter par des prix qu'il aurait peut-être mis à Paris et se dit que c'est la même chose ici. Donc il y a ça. Quand c'est fait, je crois que on fait un vernissage. Et puis voilà, on présente l'artiste, il fait un mot, et puis le public visite l'exposition, les gens qui veulent réserver réservent. S'il y a eu des ventes, on lui communique. S'il y a des activités maintenant connexes autour de l'exposition, cela doit être communiqué dans le rétro-planning. Maintenant, s'il y a un talk, on doit dire à l'artiste qu'il y aura un talk tel jour, ça sera avec tel. S'il n'est pas d'accord que quelqu'un soit là, on retire la personne. Rien à faire, on ne discute pas. C'est son talk, c'est lui qui a l'honneur. Donc il y a tout ça qu'on prend en jeu. Après, s'il veut donner un show, un atelier, on s'arrange à ce qu'il y ait un atelier. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, on attend la fin de l'exposition. Et puis, il est important de... Mais même pendant l'exposition, il est important de rester toujours en contact avec l'artiste sur ce que le public pense des œuvres, sur certaines choses qui sont faites autour de l'exposition. Et puis voilà. C'est tout un programme, quoi, en fait. Oui. C'est tout un programme. Et j'aimerais que tu nous parles quand même aussi d'un projet que tu portes depuis très longtemps, qui, ma foi, est d'une importance quand même dans notre milieu artistique. Je veux parler de Akeo et des résidences qui se tiennent à Batié chaque année. Batié, je crois que c'est ma première grosse initiative après une formation en animation jeunesse au CICR. J'ai suivi une formation à Bafoussam, formation je crois d'une semaine avec le CICR sur la création des groupes, création, gestion et animation des groupes jeunesse. Voilà, c'était ça. Mais c'était spécialisé Croix-Rouge. Sauf que quand je suis rentré de ma mission, je devais créer un club Croix-Rouge et animer. Mais le cadre n'était pas propice pour me permettre de créer ce club. Il fallait des membres, il fallait qu'il y ait une activité qui devait exister. Et le cadre dans lequel j'étais, ça ne me permettait pas de vraiment travailler. J'étais dans le Noun, je n'étais pas un natif du coin. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait aller travailler avec la délégation départementale. Après, je me suis dit, mais est-ce que je suis obligé d'appliquer ça à la Croix-Rouge? Je ne peux pas appliquer ça à l'art. Je décide donc de créer avec Maître Kanté, Akeo. On crée. Et on se dit, Akeo, c'est l'association, mais Akeo a un premier projet, une activité qui s'appelle Atelier Kanté. C'est une résidence qui est dédiée aux jeunes qui veulent faire d'apprentissage dans les techniques picturales, les techniques plastiques, dessin, peinture, particulièrement la peinture, mais les techniques de la peinture comme les basiques et les fondamentaux, comme le portrait, nature morte. Donc c'est ça qu'on a fait au départ. C'est à Baptiste, on est à la 8e, on est déjà pas à 8 ans, je crois, 7 ans par là. 7 ans, 8 ans, oui, 7 ans, 8 ans comme ça là. Quand on fait cette résidence, il y a de nombreux artistes qui sont passés par là pour apprendre à faire le portrait, pour apprendre à travailler le volume, travailler la couleur. Jean-David Cotte, Kemken Noah, Agizé. Il y a plein d'artistes sur la scène, la jeune génération. Boris Ange, Lena, Grâce Dorothée. Je vous assure que si la scène a 100 jeunes artistes, il y a au moins la moitié qui est passé dans cette résidence pour travailler. Donc Jean-Jacques Kant avait la compétence, mais il fallait quelqu'un qui devait organiser, structurer
mettre sur pied un projet structuré. Comme un administrateur. Voilà, administrer, voilà. Donc voilà, j'ai pris ça sur moi. C'était ma part de sacrifice de chaque fin d'année. Mettre ça sur pied, faire la communication, chercher le budget, enregistrer les gens, préparer le site, accueillir les animateurs et tout ça là. Donc voilà, assez fait. Sauf qu'à un moment donné, on est resté, on s'est dit, bon, il n'y a pas que la pratique picturale. Il y a aussi la sculpture de la pensée. Il faut sculpter la pensée. Il faut sculpter la pensée artistique. Il faut construire l'artiste à travers des moments d'échange, d'inter-échange, de découverte, de rencontre. Et là, on a pensé à la RAC, qui est la rencontre des artistes dans le Grassland. Voilà. Donc, rencontre des artistes contemporains au Grassland. Le Grassland, c'est l'Ouest, c'est dans l'Ouest. Et là, c'est en août. On accueille chaque année une vingtaine de jeunes artistes qui postulent à un appel à candidature sur la base d'une lettre de motivation et puis quelques travaux qu'ils ont faits et versent une somme de 60 000 francs pour assurer l'hébergement, la nutrition. Juste la nutrition parce qu'après, les animateurs qui viennent sont aussi des bénévoles. C'est des personnes qui aiment le projet, qui voudraient bien donner un coup de main, qui viennent. On a déjà eu plusieurs personnes qui sont venues. Il y a Maître Wanko, il y a Yvon Gassam, il y a Dr Belinga, il y a Hassan Fifa. Ils sont nombreux qui sont déjà venus donner. Aude Christelle Mba, Talimborg, Ennis. Ils sont nombreux, ils sont venus donner un coup de main. Juste pour les deux. On a déjà fait 3 éditions de RAC et on a fait 7 éditions de Atelier Kanté. Donc, c'est 2 activités principales de l'association et qui ont des formats différents. L'un est uniquement pour la pratique de la peinture, c'est-à-dire apprendre le portrait, apprendre les natures mortes, apprendre le paysage. On travaille la main. L'autre activité, c'est travailler l'être en tant qu'artiste, travailler, sculpter la pensée, amener les artistes à déconstruire les mentalités, à réfléchir. Donc, les artistes qui interviennent très souvent sont des artistes qui ne sont pas sélectionnés sur une base, sur le hasard. C'est des artistes qui sont artistes, mais ils ne sont pas artistes plasticiens. Ils viennent parce qu'ils ont toute une façon de percevoir le monde et qui peut aider ces jeunes à se construire, à déconstruire déjà ce qu'ils ont en eux et se reconstruire et se positionner comme artistes et non comme peintres ou sculpteurs. Donc voilà, c'est ça, ces résidences-là. Ça aide de nombreux jeunes parce qu'on voit plein de jeunes qui, après avoir eu la main pour savoir faire un portrait ou bien une nature morte, sont bloqués parce qu'après, ils n'ont pas pu se positionner. Ils n'arrivent pas à déconstruire les mentalités. Ils n'arrivent pas à reconstruire leur mentalité. Et puis ils sont sur place. Ils n'arrivent même pas à travailler l'observation ou bien le rapport avec un écosystème. Et c'est ça qu'on fait là-bas. Oui. Donc c'est ce projet sur lequel je travaille depuis. Chaque année, il faut monter un dossier. Il faut contacter des personnes pour soutenir ou pour venir animer. Il faut faire des lettres. Il faut préparer un budget. Il faut faire un rapport. Il faut toucher aussi des jeunes qui veulent faire dans le bénévolat, qui peuvent accompagner parce que je ne suis pas seul. Il y a Vaina Kapé, une jeune avec qui je suis déjà, ça fait 4 ans qu'on est ensemble dans le projet, à côté de M. Kanté. Il y a Manuela Kwame qui est là aussi, qui n'est pas artiste, qui est une jeune qui est juste passionnée. C'est la fille de M. Kanté qui se met dans la logistique. Il y a Anoldine avec qui on travaille et cette année il y a Kevin Wabo qui s'est aussi associé avec la fille avec Gillis. Voilà, Gillis qui est une étudiante qui nous a rejoint l'année dernière. Ça fait du bien de sentir qu'il y a des jeunes qui veulent faire du bénévolat pour accompagner leurs confrères artistes. La pause d'art. Mais quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez quand même au sein de ce programme-là? La première difficulté, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Je ne sais même pas comment on fait chaque année pour s'en sortir. Bon, on n'a pas d'argent. Au départ, quand vous entrez, vous croyez qu'on paie 60 000 francs. Vous avez 60 000 francs, vous avez 20 personnes, vous croyez que vous avez du milliard. Mais à peine 3 semaines, il n'y a plus rien. L'argent est fini. Parce qu'il faut manger le matin. Le travail artistique est épuisant. Il faut manger le matin. Il faut bien manger. Il faut bien manger. Ouais. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Il y a plein de factures à payer. Il y a les transports. Il faut soutenir plein de choses. Et à des moments, on est à court. Parfois, on est un peu en mal quand les artistes qui viennent nous soutenir arrivent et puis repartent comme ça. Le travail artistique, l'artiste n'a pas un salaire autre que ce qu'il fait.
Et quand il arrive, il vous dit qu'il vous donne un coup de main et il s'en va. On a du mal à lui dire au revoir parce qu'on se dit que bon, peut-être qu'il va se dire qu'il y a une enveloppe, il n'y a pas d'enveloppe. Ouais. Mais bon, il finit toujours par partir et ce qui nous met en confiance, c'est qu'ils finissent toujours par nous appeler et discuter normalement avec nous. Ça nous laisse croire qu'ils n'ont pas de préjugés et qu'ils aiment bien faire ce qu'ils font. On espère que quelqu'un va absolument soutenir un jour et dire il faut faire ça, il faut qu'on donne ça pour que la situation évolue. On n'a pas de... Les locaux ne sont pas appropriés, on n'a même pas de local parce que le local qu'on utilise, c'est le local familial qu'on met à notre disposition pour 1 mois. Et les espaces ne sont pas appropriés pour la pratique artistique. Mais bon, après, on se dit, on déconstruit les mentalités et on fait avec ce qu'on a. Donc, on essaie de le faire comme ça. Mais il y a plein de choses qui manquent pour faire évoluer. Et les formations aussi des équipes. C'est une équipe qui n'est pas formée, qui apprend dans le tas, c'est pas mal, mais on gagnerait à être formé pour mieux comprendre où on va, pour mieux structurer les objectifs et les atteindre. Et créer et intégrer même de nombreux réseaux. Parce que je comprends que les financements, c'est les réseaux. On n'a pas de réseau. L'autre défi aussi, c'est de pouvoir faire corps avec le village dans lequel nous travaillons. On n'arrive pas encore à faire corps. Les pratiques artistiques contemporaines sont très complexes. Quand vous venez, vous avez les gars qui ont les locks, on va dire que c'est les bandits, c'est pas facile. On produit une installation, on dit que c'est les joujou, qu'on va tuer les gens dans le village, c'est pas facile. Il faut aller tout doucement pour convaincre les gens, oui, progressive, pour que les populations viennent à nous et que nous allons vers eux. Donc on a commencé à faire cela et on s'est dit qu'on va y arriver parce que là, n'est pas réservé qu'à une communauté élitiste. Il faut bien aussi que les populations soient intégrées dans voilà. l'environnement. Et justement, quelles sont les idées que vous avez développées afin d'intégrer l'art que vous pratiquez au sein de la RAC aux villageois, au niveau des villageois? Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là? Bon, cette année, on s'est considéré d'abord comme les enfants d'un village qui sont juste revenus au village pour passer les vacances. Ça fait qu'on brise d'abord la glace. On travaille avec le chef du quartier et c'est un notable du quartier. On fait plein de choses avec les populations locales, comme par exemple les ateliers où on fait intervenir les personnes qui vivent dans le village. Cette année, par exemple, il y a eu un atelier parole, gestes et histoire, parole et gestes qui a été animé par Ernest et Boris Ndjifak, où il était question pour eux de créer des pièces imaginaires où il fallait associer des petits groupes de danse traditionnels et des chants traditionnels aux artistes qui viennent des écoles d'art contemporain pour produire un résultat que nous-mêmes, on ne peut pas encore dire à quoi ça va ressembler, où ça devrait ressembler. Ça n'a pas été facile, mais ils ont travaillé avec 1-2 personnes. Mais pour un début, c'est pas mauvais. Il y a aussi des descentes dans le marché. Ils ont fait aussi une certaine immersion, une descente immersive dans le marché pour discuter avec les populations de ce qu'ils font. Et il y a aussi ce contact qu'on fait avec les lieux sacrés. Par exemple, on va voir que Talimbok, Yvon, Gassam ont fait cela. Aller dans les lieux sacrés avec les jeunes pour entretenir une discussion dans le lieu et les permettre de revoir en fait les perceptions qui se font de ces lieux-là et de la valeur de ces lieux. Donc, il y a ça et très souvent quand on le fait, on va faire venir un prêtre, entre guillemets, qui est du village pour pouvoir nous introduire dans ces lieux. Ou parfois, il y a aussi, bon, ça c'est un élément, et il y a aussi les rencontres de football qu'on organise dans le village avec les gens du village. C'est pas que c'est nous contre les gens du village, mais c'est 2 équipes où dans chaque équipe vous retrouverez les résidents. Ouais. On mixe un peu. Oui, et je suis très content parce que les résidents sont plus connus dans les lieux dans le carrefour du village. Ils sont très connus. D'ailleurs, même les motomans, les conducteurs de moto-taxi du village reconnaissent cette résidence comme la maison des artistes. Ils ont dit, donc si vous arrivez à bâtir, vous dites je vais dans la maison des artistes, on sait que vous allez là-bas, la plupart des motomans, et il y a une complicité qui se crée davantage entre les vendeurs au carrefour et les résidents. Il y a les résidents qui sont même déjà des adeptes de prêt auprès des vendeurs. Ils ont déjà le cahier. Oui, ils ont déjà le cahier, ils mangent et on paie à la fin du mois. Et il y a une complicité, ils ne sont pas dérangés, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça sera progressivement, c'est progressivement qu'on va y arriver. Cette année, on a voulu collaborer même avec on a voulu travailler au sein de la chefferie, à la mairie et dans 2 espaces religieux, sur place avec les personnes. Mais je pense que le fait qu'on ait une équipe qui est très réduite et qui est déjà occupée dans notre charge, on n'a pas eu le temps de préparer tout cela, contacter, planifier et tout cela. Donc, je pense que c'est une faille qu'on a encore identifiée cette année à laquelle il faut remédier l'année prochaine. Oui.
Et quelles sont les projections liées à cet espace-là, par exemple? On souhaiterait faire cet espace l'une des plus grandes lieux de résidence, pas au Cameroun, mais pour le monde entier. Oui, ouvert sur le monde entier. La première édition de la RAC, il faut dire qu'on a lancé un appel à candidature internationale et il y a eu plein d'étrangers qui ont postulé. Ce qui a fait en sorte qu'ils ne viennent pas, c'est qu'on ne paie pas les billets d'avion. Il n'y a qu'une seule qui a pu payer son billet d'avion. À la première édition, c'était une Congolaise, elle s'appelle Sarah Ndele. Et nous avons essayé, pour encourager cela, de rentrer en contact avec Barthélemy Togo, qui aussi nous soutient beaucoup dans cette résidence et qui a bien voulu associer Sarah Ndele dans une exposition collective à Badum. Du fait que nous lui avons demandé, parce qu'elle a pris sur elle la charge de payer son billet d'avion, il a fait et nous le remercions beaucoup. Voilà. Et la deuxième année, on a eu un autre artiste congolais qui est venu. Mais bon, il avait beaucoup de difficultés. Il arrive à la fin, c'était déjà fini. Donc, on espère que quand on aura le courage de réouvrir à l'international, il y aura des personnes qui vont postuler et venir. D'ailleurs, pendant que la réunion se passait, on a reçu plein de messages dans le Messenger de Akeo, des personnes de l'international qui demandaient où ça se trouve et ils voudraient participer. Le seul problème, c'est toujours ça, c'est des prises en charge que nous ne pouvons pas encore assurer. Oui. On souhaiterait même qu'à la longue, les participants ne payent plus. D'ailleurs, la politique qu'on a mise sur pied cette année, c'était une sorte de politique de soutien où les résidents payent, mais nous ciblons des jeunes dont on estime qu'ils ont besoin de ce genre de formation et on contacte des artistes sur la scène à qui on présente leur dossier, qui à leur tour retirent de l'argent pour soutenir, pour financer leur participation. Je pensais ici à Boris Ange, je pensais ici à Zizet, Chefort, je pensais ici à Kemken et David Kot, qui cette année aussi ont décidé de soutenir la participation de quelques personnes. On aimerait que l'année prochaine, c'est des artistes même qui soutiennent leurs petits frères et disent bon, nous on paye, trouvez-nous seulement dites-nous seulement quelles sont les personnes que vous aimeriez accueillir et nous on prend en charge leur participation. Mais c'est génial ça. Vraiment, c'est génial. Ben, là, on est sur la fin, vraiment. Ça fait 1h30 que nous discutons. Et juste pour finir quand même, parce que ce podcast, comme je ne cesserai de le dire, est vraiment orienté vers ces jeunes-là qui sont encore en formation, afin qu'ils puissent se forger déjà dans l'esprit des référents auxquels ils peuvent avoir accès, vraiment, ici sur le terrain. S'il y a des conseils à dire à ces jeunes-là, Patrick, toi, qu'est-ce que tu dirais? Aux jeunes qui sont dans les écoles de beaux-arts, puisque j'y vais très souvent pour donner des cours ici, de scénographie, de phénoménologie de l'art, de sociologie, je leur dis souvent qu'il faut déconstruire ce qu'on a, on a fait de la pratique artistique pour se positionner. Pour ceux qui sont des artistes qui veulent peindre et dessiner, je les invite à la curiosité, à ne pas attendre de finir l'école pour se créer des liens avec le terrain. Le lien avec le terrain ou la scène, ça se fait quand on est encore à l'école. Quand on sort de l'école, on a déjà créé son lien et on va choisir ce qu'on va faire. C'est ce que je leur dis. Je leur demande aussi de beaucoup lire et de ne pas rester fermé sur l'espace où ils sont. Parce que l'autre problème qu'on a dans les écoles d'art, c'est que certains enseignants encouragent beaucoup les jeunes à ne penser qu'à l'enseignement de l'art. Non, il faut que l'enseignement de l'art, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut faire de l'art, il faut les encourager dans les ateliers, visiter les ateliers, discuter avec les artistes et aller dans des expositions. Aller à des expositions, poser des questions, prendre des initiatives. Donc voilà, si on ne le fait pas et qu'on se dit on finit l'école, on rentre chez papa et maman, on mange, on attend la rentrée, on y va, on va finir moins qu'un sérigraphe dans un coin où après la mairie vient vous chasser, vous rentrez à la maison dépressif et puis on vous dit qu'on vous a attaqué dans votre village. À ceux qui sont dans le commissariat et des métiers de gestion de projets culturels, vraiment, c'est de revoir. Il y a des milliers de métiers autour de la pratique curatoriale et artistique. En dehors du commissariat où on va installer un tableau dans un espace et dire qu'on fait une exposition, c'est dépassé. On en a plusieurs autres. Qui s'est mis dans l'édition? Qui a décidé sur lui en tant que historien de l'art d'avoir une petite activité où il va tenir un magazine ou faire des postcards comme tu es en train de faire ou dire
je vais attaquer 2-3 radios où je vais imposer des émissions sur l'art. On va parler de l'art. Personne. On en a peu. Et les métiers comme la scénographie, c'est quand je suis sur le terrain que je découvre aussi. À l'école, on en a parlé d'une manière aussi vague. On a évoqué la scénographie, mais on n'a pas parlé de la scénographie. C'est la pratique en elle-même. Il a fallu que c'est moi maintenant qui vais à l'école pour enseigner ça et dire que voilà la scénographie, c'est comme ci, c'est comme ça. Il n'y a pas que la scénographie, il y a plein. J'arrive sur le terrain, je découvre la régie des œuvres, je découvre qu'il y a la régie des expositions. Il y a des spécialisations dans l'édition, les catalogues. Il y a des spécialisations dans plein de choses. Et je pense qu'il faut ouvrir, il faut déconstruire. Personne n'a travaillé à se dire, je vais mettre sur pied un espace d'art. Ou bien je voudrais travailler pour animer des espaces d'art comme les résidences et faire vivre. Tout le monde pense que si tu fais histoire de l'art, tu guettes commissariat, c'est des expositions. Non. Qui a voulu bosser à se dire, je vais revoir l'idée de musée? Qui a travaillé en tant qu'historien de l'art, a fini à se dire, moi je vais ouvrir ma galerie, mais elle sera en ligne. Et je vais faire des galeries 3D. Je vais finir mes études, je vais aller faire de l'architecture 3D. Je vais faire mes expositions 3D. Je vais faire je vais modeler les œuvres, je vais les mettre en ligne et je vais vendre. Il y a plein de choses à faire. Qui a décidé d'ouvrir une boutique pour vendre des dérivés de produits d'artistes seulement? Ça n'a pas marché. C'est-à-dire, Yvon Gassan fait une expo, je lui propose que quand je vois ton expo là, je vois des dérivés comme ci, comme ça. Je produis, tu me donnes seulement les droits de production. Ouais. Et quand je vends, je te verse tel pourcentage. C'est tout ce que je peux te dire. Tu dis oui, il va retirer son 100 000, il fait les tasses, les t-shirts, les machins, et il vend et il te verse les pourcentages. Telle chose, on fait, il dit je fais ceci, ça. Personne n'essaie de voir dans ce sens-là. On veut faire rester que sur les autres. Il y a plein de champs. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit curieux. Et il faut éviter de trop rester sur place. Je pense qu'à force de rester sur place, on étouffe. On s'enracine au final. Il faut bouger, il faut marcher, il faut curieux. Il faut éviter d'être trop figé en termes de perception. Il faut tout le temps chercher à déconstruire. Il faut tout le temps chercher à déconstruire et questionner des choses. C'est comme ça. Et il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir saisir le monde rien qu'en observant, en discutant. Mais il faut lire. Donc moi, c'est ce que je leur dirais. Ouais. Bah, merci Patrick. Oui, vas-y. Il y a aussi ce que je fais maintenant aujourd'hui où je suis. Ce que je fais aujourd'hui, c'est presque le résultat de tout cela. Et je suis aujourd'hui à Douala Art, où je suis assistant curateur. Mais là, le travail que j'ai fait aussi, ça touche un peu de tout. On va partir de la programmation d'une exposition, à la planification, jusqu'au travail de suivi, c'est-à-dire que le curating, c'est-à-dire que discuter avec l'artiste, prévoir des trucs, préparer avec lui son exposition. Il y a l'acte commissarial maintenant, c'est-à-dire que faire l'exposition, écrire et présenter à un public, c'est l'acte commissarial. Il y a ça, et avant ça, il y a la scénographie, il y a la régie, tout ça. Donc, c'est à l'intérieur maintenant. Oui. Je suis sûrement en train de vouloir explorer d'autres routes et ça va venir. Bien sûr, bah, c'est tout, comme on dit des fois, c'est tout le mal qu'on te souhaite de continuer à explorer. Merci. Mais vraiment, ce qu'on retient sur la fin, c'est être curieux, vraiment être curieux, beaucoup de lecture. La curiosité, bien entendu, ça renvoie aussi à aller aux expos par rapport à ces jeunes et voilà. Bah, merci beaucoup Patrick de nous avoir... Merci d'avoir initié cette nouvelle production. Je crois que l'histoire va retenir qu'on a documenté une page de ma vie dans tes podcasts. J'aimerais bien peut-être avoir une opportunité un jour de parler encore de notre sujet. Mais bien sûr, l'idée c'est ça, c'est de continuer à créer des archives qui vont nourrir les uns et les autres, ceux d'aujourd'hui et même ceux de demain, tu vois. Si ça finit même par une radio, on sera très content. Bah, voilà, j'espère aussi. On va pas se dire que c'est parce qu'il n'y a pas de radio, c'est parce qu'il n'y a pas la chaîne Museum dans nos chaînes au Cameroun qu'on peut avoir une radio, on peut avoir une radio. Bien sûr. Je crois que c'est petit à petit, nous sommes là pour construire des choses, pour proposer des choses. Et voilà, encore vraiment merci pour ce temps. Je crois que c'était 30 minutes, mais bon. Bah ouais, c'est presque 2 heures de discussion. Donc je remercie ceux qui nous écoutent depuis pas mal d'éditions déjà. On commence à monter tout doucement en puissance. On espère que vous serez toujours fidèles à ces podcasts, on va dire. Et voilà, nous étions avec Patrick Ngwana aujourd'hui qui
travaille dans un espace connu pour son caractère expérimental dans l'art qui s'appelle Douala, situé à Douala, au Cameroun. Je crois qu'il peut être qualifié comme le tout premier espace d'expression artistique au Cameroun. Voilà, il est venu partager avec nous ici son expérience et surtout le partager avec des jeunes apprenants parce que lui-même, il est passé par ces instituts des beaux-arts au Cameroun et a eu un parcours vraiment singulier de la scénographie, de la médiation et puis de la pratique curatoriale aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment toute cette palette de pratiques qu'il a partagé avec nous aujourd'hui. Allez, on vous dit merci et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.